Nous pouvons démarrer. Donc, merci pour votre présence. Le pôle Aerospace Valley a le plaisir de vous proposer ce matin un webinaire dédié à la communication. À l'heure du déconfinement, quelle stratégie est à envisager pour booster votre activité? Comment convaincre? Comment transmettre? Comment donner confiance? Cette notion de capital confiance à l'heure actuelle est importante. Quelle place faut-il donner à vos actions de communication? Pour répondre à ces questions, nous avons deux experts du sujet que je remercie au nom de l'équipe du pôle. Ils ont répondu présents à ce webinaire. Donc, bonjour Jean-François. Bonjour Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-François. Donc, Laurence Godwiller de la société LGV Communication et Caractère est spécialiste en communication sensible éditoriale et est également spécialiste en relations presse. Et Jean-François Audiguier de l'agence Audiguier, spécialiste en social media et influence. Il a été également, pendant quelques années, le président du club de la com. Ce webinaire, comment va se dérouler ce webinaire? Ce webinaire va durer à peu près 1 heure. On va avoir le plaisir d'être avec vous pendant 1 heure. Il va se découper en deux périodes. Une période de présentation où Laurence et Jean-François vont nous faire part de leur présentation et de leur sujet de réflexion pour vous accompagner au mieux dans cette réflexion liée à la communication. Nous aurons ensuite 1 demi-heure dédiée aux questions-réponses. Ce temps est important. On a voulu construire et bâtir un webinaire concret, pratique, qui puisse répondre effectivement à l'ensemble de vos questions. Ce que je vous invite à faire, c'est de commencer effectivement à poser vos questions dès le début de la présentation. Je les poserai en suivant à la fin effectivement à la fin du webinaire. Vous pouvez poser vos questions grâce au petit module chat et le petit point d'interrogation que vous avez effectivement à droite de votre écran. Donc là, vous n'hésitez pas, vous posez vos questions. Pour les questions qu'on ne pourrait pas traiter parce qu'elles risquent d'être nombreuses, sachez qu'elles seront traitées en suivant par nos experts, par Laurence et Jean-François. On va les leur adresser par mail et après vous pourrez effectivement avoir un contact et les réponses à l'issue de ce webinaire. Ce webinaire, pour votre information, est enregistré et il sera disponible à partir de demain sur la chaîne YouTube du pôle Aerospace Valley. Dernière petite précision, si vous rencontrez des difficultés d'écoute au niveau de l'audio, des fois on peut avoir des soucis de bande passante en fonction de l'endroit où l'on se trouve, je vous invite à reprendre les informations que vous avez reçues dans votre invitation et à composer le numéro, le code PIN effectivement qui seront affichés. Pour ma part, je vais laisser la parole à nos spécialistes. Je vous donne rendez-vous à tout à l'heure pour la série de questions. Jean-François et Laurence, à vous la parole. Merci. Merci Agnès. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci à vous tous d'être présents pour nous écouter et puis surtout aussi pour qu'on puisse vous écouter et répondre à vos questions. Merci à Aerospace Valley de nous faire l'honneur en fait de cette invitation à ce webinaire. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes présentes et à Aerospace Valley. Un grand merci aussi à Agnès Bardier, sa directrice de la communication. Donc simplement vous dire que les objectifs en fait de ce petit webinaire pour nous ils sont assez simples, c'est surtout vous aider à vous poser les bonnes questions. C'est une période un peu particulière dans laquelle nous sommes, on sort d'une période de confinement, on rentre dans une période post-crise, même si on y est encore un petit peu. L'idée aujourd'hui, c'est surtout de vous aider à vous poser les bonnes questions et de vous permettre d'actionner certains outils que vous pourriez être amené en fait à utiliser. Et on va voir tout à l'heure qu'on va faire un focus sur 2 outils particuliers qui sont dans les compétences, on va dire, que nous avons surtout chez Laurence et chez moi. Simplement vous dire que les échanges, on les veut et on les souhaite simples, pédagogues, mais aussi constructifs pour vous. Pour que vous n'hésitiez pas à nous poser toutes les questions qui vous passent par la tête, y compris les plus saugrenues, parce que dans cette matière, il n'y a pas de questions justement bêtes ou de questions qui n'ait pas de sens, parce que justement, l'idée, c'est de construire quelque chose avec vous et de vraiment vous poser toutes les questions. Donc, on sera là aussi pour y répondre. Donc, n'hésitez pas, effectivement, comme le disait Agnès, à poser vos questions. On sera vraiment très heureux d'y répondre avec Laurence. Alors, cette présentation, on va la débuter
dans un temps de présentation autour de 3 thématiques. D'abord, comment faire votre état des lieux. Ensuite, on parlera des outils et on en parlera beaucoup avec un focus sur 2 grands outils. Et puis, on terminera par des bons conseils. Et puis ensuite, on passera à la phase échange. Voilà. Je vous remercie encore une fois. Puis je passe la parole à Laurence. Merci Jean-François et merci de cette introduction. Merci à tous d'être à nos côtés ce matin. Merci à Agnès également de nous accueillir sur cette plateforme d'Aerospace Valley. Alors, entrons tout de suite dans le vif du sujet avec cette première partie, puisqu'en fait, avant d'envisager une stratégie de communication, quelle qu'elle soit, hein, le plus important, c'est d'abord, vous l'imaginez bien, de faire ce qu'on appelle un état des lieux. Alors, pour faire cet état des lieux, le webinaire qui nous réunit aujourd'hui n'a pas vocation à se demander si on doit ou pas communiquer, hein, puisque nous partons du principe, et parce que l'expérience l'a montré, que dans une période qui est contrainte, dans les périodes de crise, dans les périodes difficiles, c'est les entreprises qui sont restées silencieuses ou qui n'ont pas communiqué, qui ont perdu en visibilité. Ça, l'expérience, certes, nous le montre, mais une chose est sûre, c'est qu'il faut trouver un moyen d'être présent. Et c'est bien pour cela qu'il faut faire un état des lieux. Cet état des lieux, l'objectif, c'est de se poser, c'est ce que j'appellerais, on va dire, la stratégie des questions. On peut passer à la slide supplémentaire, s'il te plaît, Tiffaine. La stratégie des questions pour dresser un bon bilan. Alors, quelles sont ces questions importantes, puisque l'objectif, c'est que vous ayez des cas très pratiques et des réponses claires, de façon à ensuite pouvoir construire le socle de votre communication future. Alors, les questions que l'on vous propose, c'est qu'est-ce que cette crise, finalement, a révélé au sein de votre entreprise? Ça, c'est le premier préalable. Est-ce que cette crise a révélé une bonne ou une mauvaise organisation? Quels sont les process qui ont fonctionné, ceux qui ont moins bien fonctionné? Et surtout aussi, quelles sont les valeurs peut-être qui ont émergé grâce à ce contexte contraint. Ça, je pense que c'est très important parce que souvent, les entreprises communiquent sur leurs valeurs, hein, sur leur authenticité, sur leur innovation, sur leur capacité d'entraide ou de solidarité. Et on l'a vu, cette crise a révélé effectivement des valeurs fortes au sein de certaines entités. Et c'est très, très important de les identifier pour ensuite pouvoir capitaliser sur ces valeurs. Et quand on parle de valeurs, on ne parle pas que de valeurs techniques ou professionnelles, on parle aussi de valeurs humaines, hein, puisque là aussi, c'est nécessaire de pouvoir identifier quelles sont les capacités et les réussites que vos collaborateurs ont pu révéler à l'occasion de cette période particulièrement singulière. Deuxième série de questions, est-ce que ce contexte sanitaire vous a permis de tester ou d'appréhender des pratiques nouvelles ou même des projets nouveaux? Alors bien sûr, on parle beaucoup tous du télétravail puisqu'on a tous été dans cette situation et nous le sommes encore aussi, d'ailleurs encore ce matin. Mais justement, il est important de bien échanger avec vos collaborateurs dans cette démarche de bilan pour savoir comment ils se sont appropriés ces outils collaboratifs, comment ils ont fonctionné, ceux qui ont le mieux fonctionné, de quelle façon aussi votre outil de production a été réorienté. Ça c'est vraiment, en termes d'état des lieux, c'est aussi très, très important parce que c'est aussi ces outils qui ont été donc appréhendés, maîtrisés au fil du temps pendant cette période de crise, sur lesquels vous pourrez ensuite vous appuyer pour construire une communication, notamment, et on va en parler ensuite, pour ce qu'on appelle la communication interne. Et enfin, dernier point, parce que certes, le contexte, il est difficile, il faut être lucide, mais pour autant, il faut quand même garder un certain élan positif et surtout un certain espoir, hein, on le dit bien assez, hein, ce qui ne tue pas renforce. Il faut arriver à dégager dans ce bilan quelles ont été les réussites de votre entreprise. Ça peut être des réussites individuelles, personnelles, solidaires. Ces réussites, il faut les identifier pour ensuite pouvoir les valoriser dans la démarche certes, d'une part de résilience et aussi de recapitalisation de la confiance auprès de vos salariés. Et ensuite, la dernière question de ce bilan, c'est parce qu'effectivement, l'ensemble de ces questions vont vous donner un certain nombre de réponses. Et à partir de ces réponses, vous dire qu'est-ce que j'en ai fait finalement? Est-ce que j'ai bien communiqué en interne? Est-ce que j'ai bien communiqué à l'externe?
Et enfin, dernier point, mais ça, je pense que Jean-François, tu voulais le rajouter, mais je pense que c'est nécessaire aussi de le faire, mais je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez déjà amorcé puisqu'on est quand même dans une phase de déconfinement. Quelles ont été aussi, quelle est la perception que vos clients ou que vos partenaires ont eu par rapport à votre entreprise et à votre activité? Quand on fait un état des lieux, on le fait pour son entreprise, on le fait pour ses salariés, mais on le fait aussi pour ses clients et pour ses partenaires. Voilà un petit préalable en termes d'état des lieux. Et donc, en termes de conclusion, surtout sur cet état des lieux, on l'a dit, c'est sur la base de ces réponses que vous allez pouvoir construire un socle de communication qui soit cohérent. Pourquoi? Pour maintenir et accroître votre communication interne. Je dis maintenir parce que en grande partie, hein, même des petites entreprises ont quand même bien communiqué en interne et ont vraiment la nécessité de le faire. Ensuite, établir un plan de communication et bien sûr de prospection, hein, pour à la fois conserver vos clients, ceux qui étaient présents dans le passé, ceux qui l'ont été en temps de crise et ceux qui le seront dans le futur. Parce qu'effectivement, en fonction des modalités de votre outil de production, vous êtes en capacité aujourd'hui de pouvoir convaincre de nouveaux clients et d'arriver sur de nouveaux marchés. Et donc, par voie de conséquence, d'adopter votre communication à celle de votre offre ou de votre nouvelle offre. Et enfin, bon, on l'a dit tout à l'heure, sondez vos clients et partenaires pour adapter votre communication aussi à leurs attentes. Voilà. On va passer à la seconde partie. Alors, après cet état des lieux, effectivement, nous allons évoquer avec Jean-François les outils que vous avez à votre disposition pour communiquer. Alors moi, en l'occurrence, je vais vous parler de communication interne, puisque on le dit souvent, hein, en fait, on ne peut, pour bien communiquer à l'externe, il faut d'abord bien communiquer en interne. Il faut bien communiquer avec ses salariés. C'est même un préalable indispensable là aussi, parce que c'est toujours désobligeant pour un salarié de voir que son entreprise communique à l'externe alors que lui-même n'est pas informé. Ça, franchement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Donc, plusieurs outils pratiques en termes de communication interne. Ils ont été beaucoup utilisés pendant la période du confinement, mais ça, c'est un conseil que l'on vous donne et qui est quand même très simple à mettre en œuvre. C'est d'abord, dans cette démarche de rassurance de vos salariés, il faut une prise de parole du dirigeant. Elle est vraiment nécessaire et elle est même incontournable. Cette prise de parole du dirigeant de l'entreprise ou de la start-up, ça peut être un message vidéo, hein. Aujourd'hui, ça se fait très facilement, qui est envoyé à ses salariés qui sont en télétravail. Ça peut être aussi, si on n'est pas à l'aise avec le support vidéo, un message écrit via l'utilisation d'une newsletter. En tous les cas, cette dimension, cette proximité du message vocal, il est perméable, hein, quand on le reçoit, il est intéressant et surtout ce message en termes de ton, il doit certes être transparent, il doit être sincère. L'objectif n'est pas de rassurer pour rassurer, mais il doit affirmer votre présence et votre mobilisation dans ce contexte difficile. Donc, l'importance du message du dirigeant d'entreprise. Second point, quand on parle effectivement de vidéo, on parle d'oralité, hein, et ça, je pense important de le préciser, puisque ce qu'on a vu pendant la période de confinement, on l'a observé tous les deux avec Jean-François, c'est que les podcasts se sont beaucoup multipliés, hein, il y a eu même parfois la réalisation de ce qu'on appelle des radios d'entreprise, hein, c'est-à-dire des rendez-vous qui sont sur une temporalité définie à l'avance, mais qui permettent effectivement de communiquer régulièrement avec ses salariés et de dépasser, on va dire, le simple outil qu'est la newsletter de communication interne. Alors là, bien évidemment, j'ouvre une petite parenthèse, puisque là, quand on parle de communication interne, on reste malgré tout sur des outils digitaux, hein, puisque là, on ne parle pas tellement de print, hein, dans cette période, pour la bonne et simple raison que l'objectif, c'est que cette communication, elle arrive rapidement auprès de ses salariés et que comme le contexte de télétravail est encore efficient, c'est encore le meilleur outil pour pouvoir communiquer de façon aussi très rapide. Il faut bien avoir à l'esprit que cette communication interne, c'est devenu en fait la nouvelle machine à café en fait, hein, c'est-à-dire c'est un outil de convivialité, d'échange, et c'est bien pour cela qu'elle est importante, parce que quand on parle de communication interne, il ne faut pas oublier également
on peut ne pas se passer, enfin, on peut aussi dans la communication interne faire de l'humour, hein, par exemple. Je veux dire, ça permet de limiter la dimension anxiogène du contexte. Et puis, on l'a vu notamment dans les newsletters de nombreuses sociétés qui communiquent avec leurs salariés. Il n'y a pas eu pendant cette période de confinement, et c'est encore le cas pendant la période de déconfinement, il n'y a pas que des informations stricto sensu liées à l'environnement du travail dans cette communication interne, puisqu'on a vu se développer de la convivialité autour de l'échange de bonnes pratiques sportives, ou même de recettes de cuisine, ou de tutos pour occuper les enfants. Je pense que, bon, il ne faut pas se disperser, mais en tous les cas, pour avoir une bonne perméabilité de vos messages en communication interne, il est important d'enrichir les contenus. Et ces contenus ne sont pas toujours et nécessairement professionnels. Voilà, il faut trouver le bon équilibre. Donc, je répète et je formalise. Une bonne communication interne, c'est quoi? La prise de parole d'un dirigeant, quelle qu'elle soit. Éventuellement, le plus possible, le développement de l'oralité, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on zappe beaucoup et écouter, ça devient de plus en plus pertinent. Écouter des messages. Et enfin, une diversité des contenus, de la richesse, à la fois des pratiques professionnelles et à la fois des pratiques aussi extra-professionnelles qui vont faire qu'on va tous bien vivre cette période très particulière et finalement, même dans un environnement contraint, parvenir à créer du lien ensemble et à conserver ce rendez-vous de la machine à café que le télétravail ne permet plus comme on le connaissait auparavant. Voilà pour cet outil de communication interne et je laisse la parole à Jean-François qui va nous parler supports digitaux. Merci Laurence. Alors, on va maintenant passer sur les outils de communication externe, les outils qui permettent de créer du lien ou plutôt de recréer du lien avec ses clients et partenaires. Pourquoi on dit créer ou recréer? Parce que pour certains, c'était des choses qui étaient déjà faites et il y a eu un moment en fait durant ce confinement qui ont été des moments en fait où il s'est passé peu de choses. Donc l'idée c'est de recréer du lien avec eux. Et puis pour certains, c'est aussi l'occasion en cette période de véritablement créer du lien, de créer du lien avec ses clients, ses partenaires et donc du coup non pas de maintenir, comme le disait tout à l'heure, sa communication, mais véritablement de la créer. Donc ça, c'est important. On a choisi sur la partie communication externe, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'aujourd'hui, les outils qu'on a choisis, sur lesquels on souhaite faire un focus, c'est à la fois le digital, et puis c'est les relations presse sur lesquelles reviendra tout à l'heure Laurence. L'idée, en fait, c'est de se dire aujourd'hui quel outil on peut activer et actionner relativement rapidement dans cette période où effectivement la lenteur qu'on a pu avoir pendant la période de confinement, elle doit être un peu mise à bas pour qu'on puisse aller très rapidement atteindre ces cibles. Et donc, deux outils, on va dire, primordiaux que sont le digital et les relations presse qui vont vous servir à cela. On va débuter le focus du coup sur le digital. Sur le digital, on va effectivement faire d'abord un focus sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, juste quelques chiffres que je relevais ce matin avant ce webinaire pour essayer d'être au plus proche. À ce jour, c'est 3,7 milliards d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux. Donc, ce qui veut dire que la moitié quasiment des habitants de cette planète sont actifs sur les réseaux sociaux. Donc, on voit en fait l'importance de l'audience et de la présence massive, de l'utilisation massive en fait des réseaux sociaux et y compris en période de confinement, on y reviendra. Sur ces 3,7 milliards, il y en a 2,45 milliards qui sont présents sur Facebook. Donc, on voit aujourd'hui que Facebook, c'est un outil, c'est un média de masse et c'est un outil aujourd'hui incontournable si on veut toucher une audience très large. Alors, je ne dis pas que c'est l'outil obligatoire, mais en tout cas, c'est un outil de masse et il faut aujourd'hui faire avec parce que c'est un outil indispensable pour pouvoir avoir une audience extrêmement forte. Et puis, dernier chiffre, c'est 67%
des internautes européens sont présents sur les réseaux sociaux, ils sont actifs sur les réseaux sociaux. Donc on voit qu'aujourd'hui, c'est plus une mode, c'est une réalité, avec en plus une réalité pendant ce confinement, c'est que certaines personnes s'y sont mis, des personnes plus âgées, des personnes sont revenues sur les réseaux sociaux parce qu'elles avaient la nécessité en fait de rentrer en contact ou en tout cas de maintenir le contact avec leur famille, avec leur entreprise, avec leurs voisins, avec leurs amis. Et donc, on a vu en fait l'explosion en fait des outils digitaux, des outils de réseaux, des réseaux sociaux en particulier. Donc, on voit aujourd'hui que l'avènement des réseaux sociaux dont on pouvait se dire est-ce que c'est une mode, pas une mode, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans nos modes de communication et donc il faut vraiment faire avec. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils ont la capacité de plusieurs choses. La première, c'est de répondre au challenge de la communication en temps réel. Et on a vu, par exemple, dans cette période de confinement, qu'au moment où en fait il y a eu une espèce de blackout total en quelques heures en fait de notre pays, mais aussi d'autres pays, et ben en fait les réseaux sociaux ils ont permis de continuer de maintenir en fait un lien, un contact entre l'entreprise, la collectivité locale, l'association et sa communauté. Et on s'aperçoit de quoi aujourd'hui? Ben, que ceux qui n'étaient pas présents avant, eh ben, ils s'en sont un peu mordus les doigts parce que du coup, pendant quelques temps au moins, ils ont eu une difficulté en fait à joindre leur communauté et à très rapidement interagir avec eux. Donc on voit aujourd'hui que ce média, c'est aussi le média du temps réel, de l'immédiateté, et en tout cas, il a comblé en tout cas cette problématique. Le deuxième objectif, c'est de produire du contenu utile à un rythme soutenu. Effectivement, comme le disait Laurence, le print, c'est toujours un outil qui est indispensable, mais c'est vrai que dans cette période, produire un journal, produire du contenu, etc. sur du papier, c'était beaucoup plus compliqué. Et puis surtout, le rythme n'est pas le même. Là, avec les réseaux sociaux, on est en capacité, en un clin d'œil, d'envoyer une information, même plusieurs informations dans une journée auprès de sa communauté, auprès de son audience. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est très important dans la manière en fait de communiquer aujourd'hui, à la fois de rassurer son audience, d'être présent auprès de son audience, mais aussi de lui envoyer des informations multiples à de multiples moments. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi à mettre au crédit des réseaux sociaux. L'autre élément, c'est aussi assurer un service client et un service client réactif et apporter des réponses à des clients qui étaient très souvent déboussolés lors de ce confinement. Et ça va rester exactement la même chose dans les mois à venir. Les réseaux sociaux, ils sont en capacité, en fait, très vite d'établir un contact entre l'entreprise et le client, entre le client et l'entreprise, pour pouvoir répondre à ces problématiques, de pouvoir répondre à ces questions. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été très important en fait dans cette crise. Et puis enfin, j'ai envie de dire que les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen de diffuser de l'information auprès d'une audience qui va être qualifiée, qui va être nombreuse. On l'a vu tout à l'heure, les chiffres de la présence sur les réseaux sociaux sont extrêmement importants, mais surtout de pouvoir aussi orienter des budgets publicitaires vers les réseaux sociaux, vers un canal qui a forte audience et surtout vers un canal qui est souvent moins coûteux qu'une campagne publicitaire télé, radio, etc. et qui peut avoir un impact sur une cible très précise et donc d'avoir un retour sur investissement qui peut être calculable. Pourquoi? Parce que quand vous lancez une campagne radio, quand vous lancez une campagne télé, vous lancez une campagne et puis vous attendez le retour quelques semaines, voire quelques mois après. Là, sur les réseaux sociaux, vous avez la capacité très rapide de pouvoir mesurer en fait votre taux d'audience, de voir en fait si votre communauté adhère ou pas à cette publicité, et puis surtout de pouvoir, en cas de problème, de pouvoir la modifier et donc de pouvoir être en corrélation entre la demande en fait de votre cible et puis votre besoin en fait de communication. Donc voilà un peu l'intérêt des réseaux sociaux. Alors,
si on parle de quels réseaux sociaux, tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que donc là, on vous montre un tableau sur les 3 grands réseaux sociaux que sont Facebook pour le premier, Twitter pour le second et LinkedIn pour le troisième, qui sont souvent les 3 réseaux sociaux les plus utilisés par les entreprises, y compris en B2B, pour communiquer auprès de leurs cibles. Ce que je voudrais simplement dire en introduction de ce tableau, c'est que le choix en fait de ces outils, il correspond à une véritable stratégie. Et ça, c'est très important. Cette stratégie, c'est une stratégie de communication, je vais dire, assez classique. C'est d'abord, quelles sont mes cibles? Quels sont mes objectifs? Quels sont les messages que je veux faire passer? Et enfin, on va choisir ces outils. Il ne faut pas se dire aujourd'hui, tiens, je veux aller sur Facebook, tiens, je veux aller sur Twitter, tiens, je veux aller sur LinkedIn ou sur… Voilà. Il faut travailler en amont, en fait, toute sa stratégie éditoriale et sa stratégie de contenu pour pouvoir être en capacité de réussir sa présence sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très important parce que on s'aperçoit qu'il y a énormément d'entreprises qui ont voulu se lancer peut-être la première sur un réseau social en se disant je suis le premier à être présent sur tel réseau social, mais sans avoir de ligne directrice, sans avoir de contenu, sans avoir d'objectif. Et souvent, ils s'en sont mordus les doigts parce que le retour n'y était pas, parce qu'il n'y avait pas de possibilité en fait de modification de ligne éditoriale, etc., parce qu'elle n'avait pas été définie. Et ça, il faut faire très attention. C'est pour ça que ce travail en amont stratégique, il est très important. Donc, pour revenir sur ces trois outils, le premier, Facebook, pourquoi il est important pour les marques? Parce que c'est un outil puissant, un outil de conversation et un outil sur lequel vous allez pouvoir surtout avoir ce qu'on appelle des insights consommateurs, c'est-à-dire savoir qui vous suit, quelle est votre communauté, avoir une véritable cartographie de votre communauté. Et ça, c'est des choses en fait qu'on n'utilise souvent pas assez sur les réseaux sociaux pour savoir exactement qui nous suit. Je prends l'exemple souvent d'une cible qu'on souhaite avoir sur les réseaux sociaux. On est très content d'avoir je ne sais combien de personnes en fait sur Twitter, et c'est souvent le premier critère, c'est de se dire tiens, j'ai tant de followers sur Twitter, c'est le premier critère. Or, le premier critère, c'est de savoir en fait si ce nombre de followers, il correspond à ma cible. Si aujourd'hui votre cible, c'est, je ne sais pas moi, les gens de plus de 50 ans, et que vous vous apercevez que finalement les gens qui vous suivent, ils ont seulement entre 20 et 30 ans, même si vous en avez des milliers, vous avez un problème en fait d'adéquation entre votre cible et les parties prenantes. Donc ça, c'est très important d'avoir ces éléments-là. Le deuxième élément sur Twitter, c'est d'être plutôt dans ce qu'on appelle du social CRM, donc d'être dans du service client, mais aussi d'être au plus près de faire des relations publiques aussi, et des relations presse aussi, parce que les journalistes sont extrêmement présents aussi sur Twitter. On y reviendra tout à l'heure avec Laurence, mais aussi de toucher les leaders d'opinion, les institutionnels, etc. C'est un très bon moyen aussi, Twitter, d'être présent. Et puis aussi, pour les entreprises en B2B, de montrer en fait votre image corporate, votre image institutionnelle auprès de l'ensemble de ces cibles. Et puis LinkedIn, là, alors c'est vraiment l'outil corporate par excellence, de montrer en fait la qualité en fait de votre travail, l'image de votre entreprise, ce que vous faites dans votre quotidien dans l'entreprise, mais aussi en termes de marque employeur, en termes de recrutement, puisqu'aujourd'hui on a des secteurs entiers dans lesquels le recrutement est compliqué. Se dire qu'on a une bonne image aussi sur les réseaux sociaux et sur LinkedIn en particulier permet aussi de mieux recruter. Et puis enfin, c'est un outil de business qui est extrêmement important pour développer en fait son activité. Voilà en quelques minutes un tableau brossé de ces outils, mais je voulais simplement vous rappeler que ces outils ne sont que au service d'une stratégie. Alors si on peut, voilà. Alors justement, l'idée en fait des réseaux sociaux, c'est surtout en fait que la ligne éditoriale elle soit claire et elle soit efficace et efficiente. La première chose, c'est trouver le bon équilibre et le bon ton entre les messages, ce qu'on appelle les messages serviciels. Je suis ouvert, l'entreprise fonctionne, etc. Donc des choses très de ce qu'on appelle de service,
Et puis à côté aussi des messages qui soient plus empathiques en cette période, des messages qui soient plus liés à la communauté, au bien-être de la communauté. Tout à l'heure, Laurence le rappelait sur le fait qu'aujourd'hui, les gens ils sont aussi en attente de choses qui sont un peu différentes. Et donc d'avoir un bon équilibre entre ces messages de service, ces publications un peu plus empathiques, et puis vos campagnes commerciales. Voilà. Là, je vous invite, par exemple, à ne pas arriver avec vos gros sabots en disant venez chez moi, achetez le produit, etc. Il faut doser un petit peu parce qu'aujourd'hui, on est dans cette période-là. Et les réseaux sociaux, d'ailleurs, n'aiment pas ça. Ils aiment justement qu'on soit à la fois dans une recherche commerciale, mais aussi dans une information commerciale, mais aussi dans quelque chose qui puisse être un peu empathique. L'autre idée, c'est de s'adapter aussi aux changements. On a vu en fait qu'il y avait eu pas mal de changements. Je ne vais pas revenir sur tous les changements qu'a évoqué Laurence, liés au télétravail, au sport, etc., sur les réseaux sociaux. Il faut aussi s'adapter à ces changements, mais aussi s'adapter à ces nouvelles aspirations aussi du consommateur qui souhaite par exemple manger mieux, être plus en lien avec la vie locale, être plus en lien avec les modes écologiques et responsables et solidaires, etc. Donc ça aussi, c'est une ligne éditoriale qui peut être intéressante, mais aussi liée à la situation des entreprises. L'idée, c'est aussi de se dire que vous n'allez pas communiquer auprès d'entreprises, si vous êtes en B2B, qui sont elles-mêmes en difficulté, en leur proposant par exemple un service qui est un service qui ne va pas correspondre aujourd'hui à l'état dans lequel elles sont aujourd'hui. Donc, il faut doser tout ça. Et puis, c'est aussi communiquer sur les valeurs, l'authenticité, la transparence, qui sont des valeurs fortes des réseaux sociaux et qui sont aujourd'hui des valeurs qui sont ressorties de cette crise. Et c'est parce que, je rajoute, pardon, je te coupe 30 secondes, effectivement, Jean-François, c'est parce que justement, vous aurez identifié aussi ces valeurs dans votre bilan initial que vous pourrez ensuite nourrir ce contenu éditorial que vous allez pouvoir utiliser ensuite effectivement, sur les canaux de réseaux sociaux. Et pour terminer sur le digital, alors effectivement, il y a les réseaux sociaux, mais il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il y a aussi votre site internet, il y a aussi les newsletters, il y a aussi les webinars et les visioconférences que vous pouvez faire aussi avec vos clients, avec vos partenaires. Et ça, c'est très important aussi de ne pas laisser de côté aussi ces outils. Le site internet, c'est souvent le bateau amiral, j'ai envie de dire le navire amiral de votre communication. Il doit être celui sur lequel on va retrouver l'ensemble en fait de votre identité. Et puis les réseaux sociaux, ils sont là pour faire venir en fait les gens sur votre site internet. Et votre site internet, vous allez d'ailleurs pouvoir lui donner plus d'ampleur en lui donnant par exemple des articles de fond, en l'amenant en fait sur des informations qui sont des informations beaucoup plus lourdes, on va dire, que celles communicables sur les réseaux sociaux. Les newsletters aussi, ne pas oublier cet outil-là. Laurence l'a rappelé tout à l'heure, elles ont été très utilisées dans la crise et elles peuvent être très utilisées en interne, mais aussi en externe pour reprendre du lien et pour recréer du lien avec ses clients et ses partenaires, en n'oubliant pas une règle, c'est la règle de la RGPD, donc de la réglementation européenne des données. Donc ça, il faut faire très attention par rapport à ça. Et puis aussi les webinaires et les conférences, comme on le fait aujourd'hui, ça peut être aussi un outil qui a beaucoup marché pendant la crise et qui peut continuer à marcher pendant la sortie de crise aussi, pour par exemple présenter des produits et puis tout simplement aussi dans des communautés être en capacité en fait de prendre le pouls en fait de votre communauté. C'est la partie de Laurence. Oui, c'est la partie de Laurence. En transition, avant de parler des relations presse, je crois qu'il faut préciser, et j'espère et je pense que tout le monde l'a compris, les outils de communication ne fonctionnent pas, chaque outil ne fonctionne pas en silo. On est bien d'accord, je veux dire, là, on a décidé de décliner certains supports de communication, mais il est évident qu'on fait simultanément, on peut décider de faire simultanément, et c'est même recommandé, de faire à la fois, d'alimenter tel ou tel réseau social, en même temps de faire évidemment de la communication interne, en même temps de construire une newsletter pour ses clients et pour ses partenaires. Tout ça s'inscrit dans une stratégie globale. De la même façon que l'on peut décider de concentrer, on va dire, son action de communication sur tel ou tel outil. Mais effectivement, on ne fait pas
simplement une action de communication dans un secteur. De la même façon, là, je vais vous parler de relations presse, mais les contenus en termes de relations presse peuvent ensuite être exploités sur un site internet. Des bonnes retombées presse peuvent être relayées sur votre réseau social. L'objectif, effectivement, c'est d'enrichir mutuellement chaque outil et de les rendre efficients. Alors, l'outil des relations presse, effectivement, il nous a semblé opportun de vous en parler dans cette période de déconfinement, notamment. Bon, on l'a vu, les médias nous ont donné beaucoup d'informations, même une masse d'informations très, très importante, destinées notamment aux entreprises dans ce contexte difficile. Mais quoi qu'il en soit, les relations presse, aujourd'hui, le contexte, on va dire, s'est réouvert par rapport aux relations presse. Ce que je veux dire, c'est que pendant toute la période dure, on va dire, Covid, l'ensemble des informations qui étaient adressées aux médias, puisque c'est bien de cela dont on parlait, quand on parle de relations presse, on parle d'un communiqué de presse qui est adressé par l'entreprise à des rédactions de presse, souvent via l'intermédiaire d'un ou d'une professionnelle des relations presse, un ou une attachée de presse qui va connaître effectivement ces rédactions et qui va donc vous aider à qualifier le message que vous allez adresser à l'ensemble des journalistes. Je fais cette parenthèse parce que certains, effectivement, parfois confondent relation presse et achat d'espace. L'achat d'espace, c'est bien autre chose. C'est votre entreprise qui a acheté de l'espace publicitaire dans tel ou tel support que vous aurez choisi. La relation presse, c'est un communiqué qui est envoyé dans les rédactions et c'est à la libre appréciation du journaliste ou de la rédaction que cette information sera traitée ou pas d'ailleurs. C'est la grosse différence. Donc, ce que je disais, c'est qu'effectivement, le marché s'est ouvert en termes de relations presse, c'est-à-dire que toute la période dure, on parlait exclusivement que des entreprises par rapport à ce contexte d'adversité et de difficulté. Maintenant, on se rend compte que les médias et les rédactions sont aussi en attente d'une information un peu nouvelle et diversifiée. C'est-à-dire que vous pouvez communiquer, si tant est que vous ayez une information pertinente, nous sommes bien d'accord, mais vous pouvez communiquer hors Covid. Ce que je veux dire, c'est que vous avez conçu une nouvelle pratique de marché, une nouvelle pratique professionnelle, vous avez un nouveau produit à mettre en avant. C'est possible de le faire dès maintenant, parce que j'ai eu ce genre de questions déjà avec certains chefs d'entreprise. Vous avez la possibilité d'utiliser ce canal des relations presse pour faire savoir ce que vous faites. Nombreux d'entre vous ont déjà fait savoir que déjà ils étaient en reprise d'activité et ça c'est un préalable important, mais l'outil des relations presse peut vous aider effectivement à montrer par exemple une innovation que vous avez développée et qui soit corrélée au Covid ou pas d'ailleurs. Donc effectivement là il y a un segment à pouvoir utiliser les relations presse sans pour autant. Alors oui, on avait mis attention à la communication d'opportunité parce qu'effectivement on a vu des communications ou des communiqués pas toujours, enfin un petit peu hasardeux, qui avaient tendance à dire ben voilà, nous notre entreprise par rapport au contexte sanitaire, voilà ce que nous avons fait, qui ont essayé de surfer, on va dire, et ça n'a pas très bien été perçu par les cibles. Puisque l'important dans les relations presse, c'est qu'effectivement, l'information que vous avez à communiquer donc à l'externe, cette information, elle doit avoir une réelle pertinence. Si elle n'est pas pertinente, tout simplement, les journalistes ne vont pas la retenir et votre information ne va pas être traitée. L'avantage des relations presse, bien évidemment, c'est de toucher un très large public pour le coup, et surtout aussi, il ne faut pas l'oublier parce que on pense souvent à la PQR ou à la presse économique, mais pour beaucoup d'entreprises dans votre secteur, notamment dans le secteur de l'aéronautique, du spatial, des systèmes embarqués, il y a toute une presse spécialisée ou même une presse professionnelle où il est très très important d'être présent, et souvent le canal des relations presse permet justement d'avoir cette perméabilité dans ces médias et de pouvoir montrer ce que l'on fait, ce que l'on devient, et donc par voie de conséquence, puisque c'est dans la logique de ce que vous souhaitez, retrouver de la visibilité ou du moins de ne pas l'interrompre via ces communiqués de presse que vous pourrez adresser effectivement aux médias. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les relations presse. Je te laisse, je crois qu'on a un petit peu dépassé notre temps de parole, Jean-François, donc il va falloir que nous soyons un peu plus concis sur notre conclusion. On va aller très vite sur la conclusion pour laisser place aux questions et à vos questions. Juste sur les bons conseils qu'il faut retenir, c'est, vous le voyez en fait, il faut consacrer quand même du temps
à sa communication, ne pas se lancer de manière hasardeuse dans des outils, mais essayer d'avoir une vraie réflexion stratégique, les messages, les objectifs, les cibles, etc. Et donc, ça demande du temps, ça demande aussi des moyens. Alors du budget, souvent, alors soit du budget d'achat d'espace, soit du budget de publicité, soit du budget de confection de support, mais aussi en interne d'avoir des personnes qui soient en capacité en fait d'être mobilisées. Alors une partie du temps peut-être sur cette question-là, et puis surtout sur un temps qui est je dirais régulier, et pas juste se dire ben là j'ai un peu de temps, j'y consacre quelques heures et puis j'y reviendrai au mois de septembre. Ça c'est pas possible. Il faut qu'on soit sur un temps qui soit aussi régulier. C'est aussi savoir identifier qui sera moteur ou référent en fait au sein de votre entreprise dans cette communication, ce que je disais juste à l'instant, et quels sont aussi les prestataires qui peuvent vous accompagner. C'est vraiment en relation avec ce que je disais à l'instant sur comment vous pouvez consacrer du temps et des moyens à cette communication qui va être un levier de votre reprise d'activité pour booster votre activité et pour développer en fait votre clientèle. Et puis, c'est aussi s'appuyer sur vos ambassadeurs. Et au premier rang de vos ambassadeurs, c'est vos salariés. Vos salariés sont très importants. Laurence le rappelait tout à l'heure dans la communication interne. Donc, avoir une communication interne qui soit vraiment la plus efficace et la plus efficiente, parce que c'est eux qui, en premier lieu, vont être les premiers vecteurs en fait de votre communication. Évidemment, tous les autres outils de communication externe, mais les ambassadeurs, ce sont quand même des gens sur lesquels il faut vraiment s'appuyer. Et au premier rang de ces ambassadeurs, c'est aussi le chef d'entreprise sur lequel il faut aussi s'appuyer parce que lui-même, il a fait des choses pendant le confinement, il peut avoir une activité parallèle, etc., sur laquelle il faut aussi s'appuyer pour qu'on montre aussi ces actions solidaires, ces actions aussi économiques, ces actions d'entraide sur lesquelles on peut aussi s'appuyer pour pouvoir développer aussi la communication de l'entreprise à travers en fait son chef d'entreprise. Oui, effectivement, et en conclusion, on rajoutera 2 points. De bons conseils à retenir, c'est qu'il faut veiller à bien éditorialiser ses contenus. On l'a dit, le ton, les messages sont extrêmement importants dans cette communication. N'hésitez pas à cultiver la rassurance, mais aussi la sincérité. Je pense que ça, c'est très important. Et aussi, montrer aussi dans votre communication que vous êtes dans une démarche d'élan. On ne suit jamais que les gens qui sont positifs et qui ont de l'énergie. Donc ça, c'est un précommun qu'il est important de cultiver. Donc attention au contenu et au ton des messages. Et je ne parle pas de l'orthographe, même si Jean-François d'ailleurs ne l'a pas dit cette fois, mais n'oublions pas que quand on parle de contenu, il faut effectivement s'exprimer de façon claire et de façon orthographique aussi pointilleuse. Ça, c'est très important en termes de communication. Et enfin, un dernier point, c'est que, bon, on l'a vu, vous avez de multiples outils éventuellement à votre disposition, mais il ne s'agit pas à l'heure actuelle non plus de révolutionner votre façon de fonctionner. Attention, avoir une réflexion, se dire on va aller sur tel ou tel support de communication, mais n'oubliez pas qu'il ne faut pas négliger, on va dire, les supports classiques. Cette période, parfois pour certaines entreprises qui ont une reprise d'activité assez douce, j'allais dire, malheureusement, peut vous permettre par exemple, de finir ou de finaliser la plaquette de communication de votre entreprise que vous n'avez jamais réussi à terminer, ou va vous permettre de finaliser votre site internet, votre site vitrine. Il faut optimiser ce temps, pour être prêt pour effectivement dans les mois qui vont arriver. Donc, on ne fait pas la révolution. On est conscient en revanche du panel d'outils que l'on a à sa disposition. On veille effectivement à s'intéresser le maximum possible aux réseaux sociaux parce qu'on l'a vu, ils ont eu une audience incontournable dans ce contexte sanitaire. Et puis maintenant, nous sommes à votre disposition, à moins que tu aies quelque chose à rajouter, Jean-François, pour accueillir vos premières questions. Voilà. On va écouter les participants. C'est ça. Merci Jean-François, merci Laurence pour cette présentation.
Nous avons reçu de nombreuses questions. Alors, je vous rappelle effectivement que si nous ne pouvons pas répondre à l'ensemble des questions que vous nous avez posées, elles seront transmises via mon petit tableau de bord à Laurence et à Jean-François qui répondront effectivement dans un second temps. Je vous rappelle aussi, puisque vous nous avez posé la question, la présentation, oui, sera disponible sur le site Aerospace Valley. Vous allez recevoir un petit email qui vous donnera un accès direct à cette présentation. Et le replay également sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube. Première question première question que Marilyn nous pose, comment diffuser cette communication interne aux collaborateurs qui sont en situation d'activité partielle? Excuse-moi Agnès, je m'excuse, j'ai pas entendu le début de ta question. Comment diffuser cette communication interne dont tu as parlé, Laurence, aux collaborateurs en situation d'activité partielle? En situation, bon, qu'il soit en activité partielle ou même qu'il soit totalement en partie en position de télétravail, hein. Le meilleur canal pour diffuser sa communication interne, c'est le canal digital, hein. Donc ça va être alors plusieurs supports, hein. Ça peut être tout simplement le mail, hein, l'envoi de la newsletter. Ça peut être aussi, on l'a vu beaucoup, le développement des groupes, hein, collaboratifs. Ça, je pense que Jean-François, tu peux aussi en parler. Les groupes WhatsApp, par exemple, se sont développés. On a même vu aussi des groupes fermés sur Twitter, puisque c'est possible, hein, dans certaines entreprises. Donc bon, c'est essentiellement le canal digital, hein, qui est utilisé pour cette communication interne. Oui, par rapport à ça, effectivement, Laurence le disait, c'est ce qu'on a dit en fin de la présentation. Il y a tous les nouveaux outils, les groupes WhatsApp, les groupes Telegram, etc., qui se sont multipliés à la fois d'un point de vue privé, mais aussi d'un point de vue public, c'est-à-dire vraiment avec des entreprises qui ont créé en fait des groupes WhatsApp pour pouvoir aller directement auprès des collaborateurs. Et je pense par exemple souvent à des collaborateurs qui n'ont pas accès à du mail professionnel, par exemple, parce qu'ils sont sur des chaînes de production, etc. Donc ça a permis cela. Mais l'autre aspect, c'est aussi ce que rappelait tout à l'heure Laurence, c'est aussi l'aspect podcast, l'aspect vidéo, etc., qui est très important, qu'il ne faut pas négliger, qu'on peut faire aussi de manière aussi très rapide. On parlait aussi des webinars, des visioconférences. C'est aussi des choses qu'on peut faire avec un message aussi qu'on peut délivrer de manière très rapide aussi de cette manière-là auprès des salariés. Et je rajouterai juste une précision et un bon conseil en termes de communication interne, hein, puisque là, la question concerne des personnes qui sont finalement en situation de posture de travail qu'à temps partiel, par exemple. Ça veut dire que votre communication, elle doit aussi respecter la temporalité du travail. C'est-à-dire même si vos salariés, ils sont en posture de travail, on va dire, sur tel ou tel jour, il faut effectivement que cette communication que vous adressez, elle intervienne dans la sphère professionnelle de votre interlocuteur, mais au moment où il est en posture de travail. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'envoie pas un message de com interne un samedi soir ou un dimanche, quoi, à moins qu'effectivement il y ait une urgence immédiate qui le nécessite. Donc, je pense que pour avoir une bonne perméabilité, il faut respecter aussi cette temporalité du travail, parce qu'effectivement, c'est déjà compliqué pour les salariés de conjuguer finalement leur profession avec leur contexte, leur environnement intime et familial. D'accord, merci. Une deuxième question d'Élise. Élise, une question qui concerne les relations presse. Élise souhaite faire passer des messages, effectivement, des questions sur une info liée sûrement à un produit ou à un service, elle ne le précise pas, mais elle craint que les questions dévient sur chaque fois, effectivement, cette notion de perte de chiffre d'affaires, de Covid. Donc, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Élise pour entretenir une bonne relation, effectivement, avec le journaliste et faire en sorte, effectivement, qu'on place le sujet plus vers l'avenir plutôt qu'effectivement sur les impacts négatifs du Covid? Alors là, je pense que j'encourage Élise, effectivement, si elle a vraiment une pertinence de son actualité. Bon, je n'en connais pas le contour, mais il faut pas croire toujours qu'un journaliste ou qu'une rédaction va dévoyer nécessairement l'information qu'on va lui adresser, hein. Tout tient à la façon dont on présente ce message, à la façon dont on le rédige, hein, on l'a dit, l'importance de l'écrit, la façon de l'exprimer, de le présenter. Effectivement,
effectivement, on est dans un contexte de Covid, donc on peut imaginer que peut-être certaines rédactions vont poser des questions liées à cet environnement, mais je pense que ça n'est pas ce qui doit susciter une crainte. Et puis, n'oubliez pas quand même une chose, c'est que quand vous générez une communication, et le cas échéant, quand vous répondez à des questions, vous êtes aussi tout à fait libre de répondre à telle ou telle question ou de faire en sorte de les contourner. Hein. Il n'y a pas non plus de contraintes, hein, on va dire. Et puis dernier point, et je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'effectivement les rédactions sont en attente d'un enrichissement des contenus qui sortent effectivement de l'environnement stricto Covid, on le voit, hein, surtout sur la presse économique, d'ailleurs qui relaie de belles initiatives et des actualités qui ne sont pas du tout corrélées à ce contexte sanitaire. Donc franchement, il faut pas hésiter, je pense. Il faut y aller, il faut bien qualifier son message et se faire aider pour cela, mais il faut pas avoir de crainte qui soit infondée. Merci Laurence. Une question qui concerne les réseaux sociaux. Florie donc évoque son appartenance sûrement à une société industrielle en B2B. Ils sont présents sur LinkedIn et elle pose la question suivante, quels réseaux sociaux pour le B2B sont le plus efficaces? Elle fait un petit retour d'expérience. Facebook ne lui a pas apporté ce qu'il souhaitait. Très peu de portée de la part des salariés qui séparent le pro perso. Voilà. Donc, quel conseil on peut donner effectivement sur cette approche B2B, Jean-François? C'est très clair que sur une approche B2B, les réseaux sociaux les plus intéressants, c'est LinkedIn et c'est Twitter. LinkedIn parce que on va pouvoir toucher y compris les salariés, parce que les salariés sont très présents sur LinkedIn. Twitter parce qu'on va pouvoir toucher à la fois d'autres acteurs institutionnels, des acteurs économiques, des journalistes, donc d'être dans la sphère socio-économique, donc de rester aussi au plus près aussi des acteurs socio-économiques qui font partie des parties prenantes de l'entreprise. Mais il est très clair que Facebook a cette capacité, je veux dire, à toucher plutôt du grand public et à être perçu comme un réseau social très personnel. Donc c'est vrai que souvent, quand on est dans une entreprise en B2B, c'est pas forcément le premier réseau social qu'on va utiliser. Mais ça peut être aussi intéressant pour, j'ai envie de dire, écrire la belle histoire de l'entreprise. Et très souvent, on va utiliser Facebook, et c'est là en fait où toute la partie stratégique est importante, c'est-à-dire de ne pas faire sur tous les outils la même chose et avoir le même discours. C'est peut-être ça aussi la problématique que rencontre Florie, c'est que très souvent, en fait, on va passer le même message sur les 3 grands réseaux sociaux. Or, il faut s'adapter aux réseaux sociaux, à la fois la cible qu'on va avoir sur ces réseaux sociaux, mais aussi l'histoire qu'on va raconter sur ces réseaux sociaux. On va peut-être passer plus d'innovation, par exemple, sur LinkedIn, passer la vie de l'entreprise, la vie interne, etc., de l'entreprise, la belle histoire de l'entreprise, plutôt sur Facebook, plutôt les choses qui ont une connotation économique, socio-économique, etc., sur Twitter. Donc, il faut qu'on ait cette stratégie en amont de quels sont les objectifs, quels sont les messages, et ensuite, quels sont les outils. C'est très important de se poser la question vraiment en amont. Et on voit en fait aujourd'hui que Florie, elle est confrontée en fait à cette problématique d'aller sur beaucoup de réseaux sociaux et en fait de se retrouver confrontée en fait à la réalité et au fait que oui, il y a de l'audience, mais en fait, c'est pas l'audience qui correspond aujourd'hui au message en fait que je veux faire passer. Merci Jean-François. Alors il nous reste 5 petites minutes avant la fin de notre webinaire. Une question de Marine qui pose la question sur, on parle beaucoup de communication digitale. Est-ce que ça veut dire que le print, donc tout ce qui est support papier, n'est plus d'actualité et voit disparaître? Ah non, pas du tout. Hein. Je pense que, Jean-François, tu peux répondre comme moi, mais le print n'est pas voué à disparaître. On l'a vu, la nécessité d'une communication liée à un contexte d'adversité a effectivement favorisé des supports qui permettent l'immédiateté. Et donc évidemment les supports digitaux, mais le print reste un support qui reste pertinent, surtout aujourd'hui dans la reprise d'activité, hein, avoir une jolie plaquette de présentation, même si on ne peut pas nécessairement la donner en rendez-vous, on peut l'adresser par voie postale, on peut
concevoir des supports, on peut concevoir aussi de la communication par l'objet. Et on l'a vu d'ailleurs avec l'utilisation des masques à des fins non pas publicitaires, mais plutôt corporate, hein, ça c'est arrivé aussi. Donc, même si, bon, là, on ne parle pas du support papier, mais quoi qu'il en soit, aussi bien en communication externe qu'en communication interne, le support du papier sera encore valorisable. On le voit notamment dans un autre secteur qui est celui de la communication publique, qui vous intéresse moins directement, mais qui vous a impacté aussi. Beaucoup de collectivités ont continué, par exemple, à éditer leurs magazines municipaux, par exemple, de façon à pouvoir justement toucher d'ailleurs un public qui n'est pas toujours sur les réseaux sociaux, notamment un public plus âgé. Donc, non, le print a encore de beaux jours devant lui. Ça, enfin, pour ma part, en tout cas, j'en reste convaincue et je pense qu'il en est de même pour toi, Jean-François. Je pense que je suis convaincu de ce que tu dis. Moi, je suis spécialiste du digital. J'ai 2 ordinateurs devant moi, mais je continue quand même à avoir des papiers. Voilà, c'est très important. À lire le journal. C'est très important. Ce auquel je crois, et je pense que c'est un message aussi à faire passer, et je pense qu'on l'a fait passer pendant ce webinaire, c'est la complémentarité des outils. C'est très important. Une plaquette papier, elle a vraiment du sens encore aujourd'hui et elle peut être justement complétée par le site internet et en renvoyant, y compris sur du papier vers le site web, en renvoyant du papier vers les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a une vraie complémentarité aujourd'hui à avoir. Il y a des QR codes qu'on peut avoir sur des journaux qui vont renvoyer vers des articles plus importants, par exemple, sur le web ou à des vidéos, etc. Il y a une vraie complémentarité. Moi, je crois à ça. Donc, aujourd'hui, non, le papier, le print n'est pas mort, bien au contraire. Merci. Une dernière question que pose Frédéric. La question entre effectivement relations presse et réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut privilégier les relations presse ou les réseaux sociaux? Est-ce qu'on en choisit un? Est-ce qu'on doit faire les deux? Quel est votre avis sur le sujet? Oui, pardon. Vas-y, Jean-François. Privilégier, je ne suis pas sûr qu'il faille privilégier. Les réseaux sociaux, en fait, c'est quelque chose qui est au long cours, où on va toucher une communauté sur un temps long. Les relations presse, on ne va pas faire tous les jours des relations presse. On va en faire de temps en temps quand on a des choses à dire et des choses qui sont un peu plus marquantes. Voilà. Parce que les journaux, les entreprises ne vont pas vous appeler, les journalistes ne vont pas vous appeler tous les jours pour savoir comment vous allez, etc. Donc, l'idée, en fait, on revient là-dessus, hein, c'est la complémentarité des outils. Et y compris dans les relations presse, il y a une capacité en fait de mettre en avant en fait des informations sur les réseaux sociaux, de communiquer avec les journalistes aussi sur les réseaux sociaux, mais les deux choses en fait sont vraiment en parallèle parce que les deux choses en fait se servent l'un de l'autre. Oui, tout à fait. Voilà. Il faut fonctionner effectivement en complémentarité et c'est ce que je disais en parlant des relations presse, hein, c'est les contenus d'ailleurs que vous avez obtenus ou les retombées presse peuvent être exploités aussi sur les réseaux sociaux. Enfin, il y a de toute façon une corrélation, hein, et comme tu le disais, Jean-François, un réseau social s'inscrit dans une temporalité presque quasi quotidienne, hein, on peut le dire, tandis que la relation presse, même si il est d'usage de dire que pour avoir de la visibilité, pour être entendu des médias, il faut quand même communiquer de façon régulière, mais quand on parle de régularité, derrière, il faut qu'il y ait vraiment une véracité de l'information, qu'elle soit pertinente, et vous n'allez pas effectivement envoyer un communiqué de presse toutes les semaines, hein, c'est pas comme ça que les choses se passent, hein. Donc effectivement, on n'est pas sur le même cadre, mais en tous les cas, on est sur un même objectif, c'est-à-dire conserver sa visibilité, l'optimiser et faire en sorte qu'elle ait du sens. Écoutez, merci. Ce webinaire touche à sa fin. Certaines questions, malheureusement, nous sommes contraints par le temps, mais en tous les cas, ces questions, ne vous inquiétez pas, elles seront transmises effectivement à Jean-François et Laurence qui y répondront. Merci Laurence, merci Jean-François, merci du temps que vous avez consacré à ce webinaire. Merci aux participants. Je vous transmettrai également les remerciements que je reçois sur le mur du chat. C'est sûrement le début de nouveaux et de prochains rendez-vous dédiés à la communication que le pôle Aerospace Valley proposera dans les prochaines semaines ou prochains mois. Merci à tous. Passez une très bonne et belle journée.
Encore une fois, vous pouvez retrouver ce replay à partir de demain sur la chaîne YouTube du Pôle Aérospace Vallée. Un grand merci et très bonne journée. Merci à toi Agnès, à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir Jean-François. Au revoir Laurence, au revoir Agnès.